Les réseaux sociaux sont omniprésents dans notre quotidien, offrant des opportunités réelles, mais ils posent également des questions diverses. Ils présentent aussi des défis significatifs, notamment en termes de vie privée, de diffusion de fausses informations, de cyberharcèlement, de problèmes au niveau sécuritaire et de souveraineté. Le gouvernement ivoirien est monté au créneau à travers une initiative nationale pour l'environnement digital respectueux et sécurisé. Qu'en attendre? Comment avoir une utilisation vertueuse des réseaux sociaux? Ce soir, avec nos 4 invités, nous allons évoquer l'utilisation des réseaux sociaux. Quelles sont les limites? Bonsoir, Ouattara Lansina. Bonsoir, Iliane. Alors, vous êtes expert digital. C'est cela. Merci d'être sur ce plateau. Merci. À vos côtés, donc sur votre gauche, Gisela Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Iliane. Vous êtes sociologue et un habitué de ces plateaux. Ah ouais. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous recevons également ce soir M. Niamia Atoubré. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes exactement spécialiste en gouvernance et gestion des conflits paix. Tout à fait. Mais vous êtes sur ce plateau en tant que directeur exécutif de la Ligue ivoirienne pour la paix, l'éducation et le civisme. Tout à fait. Bienvenue. Merci, madame. Une émission de ce genre, sans un influenceur, un créateur de contenu, quelqu'un, on va dire, qui fait bouger la toile. Bonsoir, Stony. Bonsoir, madame. Alors, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, messieurs, nous allons donc tout à l'heure parler d'un sujet d'actualité, mais pour l'heure, axe 1. Et nous retrouvons Davis Oyo, montage pas comme Afrier, pour un état des lieux de la sensibilisation à la répression. Y a-t-il un pas? Les réseaux sociaux sont incontournables dans ce nouveau millénaire. Ils font partie du quotidien des Ivoiriens. Ces fanatiques y passent entre 4 et 5 heures et demie de leur temps. Cette moyenne se rapproche de celle du monde, qui est de 6h55 par jour, selon les chiffres récents de Digital Discovery. Certains utilisateurs trouvent leur dose quotidienne de bonheur à travers les réseaux sociaux. D'autres, par contre, doivent toujours se préparer au pire dès qu'ils se connectent à ce village du web. Ces internautes sont généralement victimes d'invectives, de diffamations, de menaces, de harcèlement ou de cyberintimidation. Des sorties traumatisantes pour les victimes. Sur le méta, les créateurs de contenu disent tout, sans embâche. Ils sont prêts à tout pour des likes et pour plus d'abonnés. Face à ces dérives, la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a initié le 26 octobre 2023 la signature d'une charte des réseaux sociaux, une première en Côte d'Ivoire. Ce texte est un engagement collectif des blogueurs, activistes et influenceurs en faveur de la diffusion de contenus responsables sur Internet. Malgré cette initiative, le phénomène semble avoir la peau dure. Depuis lors, l'État durcit le ton. Il est passé de la sensibilisation à la répression. Des plaintes de plus en plus portées contre les bourreaux portent leurs fruits. Plusieurs interpellations et arrestations sont enregistrées. L'on se souvient de la récente arrestation d'observateurs ébènes pour diffamation, injure, atteinte à l'honneur et à l'image. Condamné le 23 avril 2024, le web humoriste a retrouvé la liberté 2 mois plus tard, après un séjour au pôle pénitentiaire d'Abidjan, Maka. Merci Davis Oyo, merci à Pacom Afrier pour ce montage. Alors messieurs, on parle de bourreaux. La peau dure, selon Davis Oyo, en ce qui concerne justement les dérives sur les réseaux sociaux. Je vais m'adresser tout de suite à Stony. Quel est votre commentaire à la suite de ce reportage? Mon commentaire, c'est que j'ai entendu dire que l'État a fait beaucoup de sensibilisation et que l'État passe à la répression. Moi, ce n'est pas mon sentiment en tant que créateur de contenu, parce qu'aujourd'hui, quand je vois les actions de la PLCC qui nous regardent tous, j'ai envie de dire que je n'ai jamais assisté à une séance d'information de la part de la PLCC. Vous êtes rapproché de la PLCC? Je pense qu'on s'est rencontré une fois avec un des dirigeants au Conseil national des droits de l'homme. J'ai même évoqué l'idée d'organiser des séances de formation et d'information pour tous ces créateurs de contenu-là. Et ils ont avoué qu'ils ne l'avaient jamais fait. Et à la base, la PLCC, quand elle est créée, ce n'est pas pour les nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux, c'est pour la cybercriminalité. Après qu'aujourd'hui, ils se donnent d'autres prérogatives. Mais je pense que la sensibilisation, à mon goût, n'a pas été suffisamment faite. Elle n'a pas été suffisamment faite. Suffisamment faite. On parle là de la charte des réseaux sociaux. Vous l'avez signée au fait? Je l'ai signé, mais combien étions-nous à signer cette charte? Oui. Et combien étaient les plus significatifs à cette réunion? Et je pense, après la signature, qu'est-ce qui a été fait
pour informer les gens, pour on en reparlera parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation. On va en reparler. On parle trop de répression et c'est ce qui me dérange trop, un peu. D'accord. Ouais. Alors, Ouattara Lassina, je voudrais vous entendre là-dessus. C'est vrai que Sony parlait de la PLCC, il y a comme des formations qui sont faites à l'intérieur du pays concernant la PLCC, mais quel est votre regard justement sur ce qui a été dit? Alors, sur la question, je pense que Tony disait tout à l'heure on va plus vers la répression, oui. Et il n'a pas senti la sensibilisation. Je pense que c'est tout à fait normal. Pourquoi? Vous savez, c'est par exemple un influenceur et on va dire, leur source d'information en général, donc, ou alors de communication, ça reste quelquefois les réseaux sociaux. Le gouvernement, l'ensemble des structures donc, de l'État, en général, donc, utilisent, on va dire, les supports classiques donc, pour sensibiliser, parce que c'est les médias de masse. Et ça touche donc... Alors, ce n'est pas utile parce qu'on s'adresse à un public qui est sur Internet. Et je pense que c'est là qu'on doit... On les laisse développer, vous aurez la réponse. C'est que l'État éventuellement donc fait le travail. Après, c'est l'impact et l'analyse. Qui était la cible éventuellement? Et c'est là peut-être qu'on se rejoint. Qui était la cible? Et sur la répression, je pense que depuis 2013, on va dire que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs, éventuellement. Donc, pour ceux qui suivent, ils savent que depuis près de 10 ans, en tout cas, au départ, il y avait beaucoup de dérives. Et maintenant, on voit que les dérives sont plus ciblées. Parce que, pourquoi est-ce que donc on retrouve plus de gens qui aujourd'hui sont en train peut-être, on va dire, d'être des cyberdélinquants ou alors qui ne respectent pas donc tout cela? C'est tout simplement parce qu'on a vu que derrière les réseaux sociaux, il y a la possibilité quelquefois de monétiser. Oui. Derrière les réseaux sociaux, il y a la possibilité quelquefois donc d'avoir de l'impact, de l'influence et de la notoriété. Alors, quel est votre avis là-dessus? Parce qu'après, je vais entendre les sociologues sur toutes ces questions. Mais ça, Toumbry, vous êtes vous-même président d'une structure, vous faites de la sensibilisation de l'information. Comment vous percevez ces actions donc, qui sont menées de sensibilisation ou non et aussi les réactions de Stony et de Ouattara Lassina? Merci beaucoup. Déjà, je tenais à préciser que les actions de sensibilisation, ce n'est pas seulement l'État qui les fait. Je me souviens que déjà en 2019, oui. Ayant perçu le danger qui venait parce que les réseaux sociaux sont des éléments amplificateurs des tensions, nous avons initié en lien avec le centre ESD des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Je tiens également à préciser qu'avant la charte de la ACA, il y a eu une charte qui a été élaborée par des organisations de la société civile, menée justement par le centre ESD pour inviter les populations à plus de responsabilités. Donc ça, il était important de le souligner. La répression, comme il a dit, on a élaboré une charte, c'est oui. Bien. On a invité les influenceurs à signer, c'est bien. Oui. On en fait quoi après? J'en viens, j'ajoute. Allez-y. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement les influenceurs. Ceux qui s'adonnent aux dérives, ce n'est pas seulement les influenceurs. Quand on a fini de réunir les influenceurs dans une salle, oui. Comment on fait en sorte que le message qui a été véhiculé puisse atteindre l'autre citoyen, l'autre internaute qui n'est pas un influenceur? Les influenceurs, ils sont combien? Par contre, on a des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont sur Internet. Donc cette campagne doit se faire en tenant compte de la cible réelle qui, à mon sens, n'est même pas seulement les influenceurs, mais tous ces internautes qui sont des acteurs aussi de la consommation de l'information, mais aussi de la fabrication, souvent d'informations qui ne sont pas forcément vraies. Alors, Justin Coulibaly, vous êtes sociologue. C'est vrai qu'on a parlé de sensibilisation. Ce n'est pas que les influenceurs, parce que tout le monde utilise en réalité les réseaux sociaux, chacun à sa manière. Alors, En ligne, tous responsables, c'est une campagne qui a été lancée par le ministère de la Communication le 22 juin dernier, justement pour responsabiliser les uns et les autres. Est-ce que vous pensez que depuis la signature de la charte, justement avec les influenceurs uniquement, quelque chose a évolué entre cette date et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour faire justement ce débat et cette sensibilisation autour de l'utilisation responsable des réseaux sociaux? Oui, je pense que l'État est dans son rôle. Oui. L'État essaie de créer un cadre de régulation, encadrer les comportements en lien avec Internet, les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas facile parce qu'il s'agit justement de mentalité, il s'agit d'attitude, il s'agit de comportement. Ce qu'il faut dire, c'est que Internet, les réseaux sociaux sonnent ici comme une véritable révolution numérique. Et cette révolution numérique a finalement influencé les dynamiques sociales, les dynamiques individuelles, les dynamiques collectives. Et même aujourd'hui, nos mécanismes de socialisation ont été impactés. Je veux dire, on a eu aussi un impact sur l'intimité. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quel est le lien entre son intimité et l'espace public. Et même, on assiste à un repositionnement de l'individu dans la communauté. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui est processus
de sensibilisation, c'est bien dans le court, moyen et long terme. Et actuellement, il est difficile de dire que les lignes ont immédiatement bougé quand on regarde les dérives importantes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un processus. Oui. Je le prends en mon compte, mais les choses ne peuvent pas changer par une baguette magique. Alors, on parlera dans la troisième partie, hein, c'est l'axe 3 des solutions. Mais je voudrais demander à Stoney, est-ce que, pour vous, la présence des réseaux sociaux dans notre quotidien a vraiment, réellement créé peut-être une fracture au niveau des relations sociales? Comment vous vivez cela? Oui, c'est indéniable. Et je pense qu'aujourd'hui, même de façon à la maison, on voit, hein, on peut ne pas parler, aller voir un parent, mais le fait de parler avec ce parent tous les jours sur les réseaux via WhatsApp et autres, on a l'impression qu'on garde toujours le lien. Donc la fracture, elle est déjà là. Mais même au niveau des personnes, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui. Moi, je vois des mauvais commentaires, souvent même sur mes contenus. Mais dans la rue, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ces mêmes paroles. Donc, c'est vrai, les gens se donnent des libertés qu'ils ne se donneraient pas dans la vraie vie ou bien en réalité sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, il y a quand même une fracture au niveau même de la sociabilisation, même de la société. Mais il faut dire aussi que les réseaux sociaux ont apporté beaucoup aussi au niveau du rapprochement des gens. Par exemple, parce qu'aujourd'hui, nous qui avons des communautés virtuelles, je pense que c'est par les réseaux sociaux qu'on peut se rendre... Combien vous avez justement de followers? Bon, plus de 2 millions, on va dire. Donc, je vois que vous voyez que quand on va dans d'autres pays, oui, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément de notre communauté, mais qui connaissent un peu nos contenus et qui nous aiment pour ce qu'on fait. Donc ça, c'est quelque chose de formidable qu'on n'aurait pas eu, par exemple, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. On va dire, est-ce qu'on peut parler de la vraie vie? Oui. Oui. On peut dire la vraie vie. Dans la vraie vie. Ouais. Alors, il y a, au niveau de, justement, il y a dans la loi, hein, à partir de 25 000 followers, vous allez peut-être me confirmer ou infirmer, vous avez une autre approche et un autre regard sur votre activité. Est-ce qu'au quotidien, ça freine des activités de ceux qui s'adonnent justement, ou qui travaillent, entre guillemets, qui sont des entrepreneurs culturels? Est-ce que ça freine ce travail, Lassina? Alors, je pense que le nombre d'abonnés aujourd'hui, donc avec tout ce qui a été mis comme dispositif réglementaire, ça ne doit pas normalement freiner, ça doit plutôt encadrer, faire en sorte que tout le monde soit responsable. Et on le voit très bien que c'est les influenceurs donc on appelle, parce que c'est eux qui sont en contact quelquefois quand ils ont vraiment ce rôle-là d'influenceur. C'est-à-dire que j'ai 25 000 personnes qui me suivent au quotidien, ça dépend de ce que je veux montrer tous les jours. Si je veux faire découvrir toute la Côte d'Ivoire, donc les gens me suivent. Si je veux faire découvrir quelquefois des choses obscènes souvent, on sait que ça va à l'encontre de la loi et donc on peut être condamnable. Mais à partir de là, je pense que c'est là que les influenceurs deviennent importants pour sensibiliser. Parce que comme il a parlé on va dire de fracture de la société, parce qu'il y a un gap vraiment dans l'utilisation, dans la vraie vie. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas sous couvert d'Internet, quelquefois sous couvert de l'anonymat. Donc on fait des choses répréhensibles éventuellement. Donc il faut que la loi soit là réellement donc, pour rétablir cela. Alors, c'est vrai, je ne sais peut-être, Stoney, 2 millions d'abonnés. Et vous-même, combien d'abonnés? Est-ce que vous êtes vraiment très accro, on va dire, aux réseaux sociaux, ou bien c'est dans le cadre du travail? Bon, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux dans le cadre de mon engagement. Oui. Dans le cadre de mon engagement. Je voulais revenir, si vous le permettez, sur un élément. Je pense que c'est bien que le débat, tel que ça a été posé, on n'est pas tout de suite allé vers tout ce qui est juridisme. Parce que j'estime que le premier niveau d'encadrement, il est personnel. Quand je suis sur les réseaux sociaux, j'ai certes le téléphone, j'ai ce sentiment que je peux tout dire, mais ce qui va constituer le barème ou encore la barrière qui va faire que je ne vais pas dire X ou bien je vais dire X chose, ça dépend de notre système de valeurs propres. M. Magloire Ndéhi le dit toujours, quand tu as un profil Facebook ou bien réseaux sociaux, il faut considérer ça comme un média. Mais seulement que dans ce média, tu as à la fois le rédacteur, tu as le rédacteur en chef, tu as l'éditeur, tu as tout. Et donc, si ton système de valeurs ne te pousse pas à avoir des limites, alors tu vas faire ce que tu as fait. Donc, dans l'élan de la réflexion que nous sommes en train d'avoir, c'est de ne pas faire du tout juridique, mais de faire en sorte que les personnes qui sont sur les réseaux, les influenceurs et autres, puissent eux-mêmes faire jouer leur sens de responsabilité. Je pense que c'est là que la question se pose. Monsieur Atumbre,
justement, là, vous parlez d'un élément qui est important. Dans le cadre justement de cette campagne, dans le cadre du sujet qui nous réunit ce soir, c'est la responsabilité des uns et des autres. Il n'y a pas que les influenceurs, mais il est important qu'on ait un influenceur parce qu'il a une voix qui compte. Et nous sommes tous des utilisateurs des réseaux sociaux. Ghislain Coulibaly, vous êtes sociologue. Oui. Comment comprendre justement que cette question des responsabilités, elle revienne et qu'on ait des contenus qui choquent peut-être certaines mentalités et qui ne respectent peut-être pas certaines valeurs. Comment est-ce possible et que ces personnes soient suivies et présentent peut-être des anti-valeurs? Comment vous expliquez cela? Oui, qu'est-ce que je voudrais dire? Simplement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Internet, Internet est un exutoire. Internet est un exutoire et on a une montée en puissance de l'incivisme, et ce, dans tous les secteurs d'intervention. Aujourd'hui, quand vous regardez Internet, vous constaterez que souvent c'est un instrument de propagande, c'est un instrument de propagation de la haine, on en attise la haine, on attise, je vais dire, la violence via nos contenus. Et donc, la question de la responsabilité se pose. Est-ce qu'on doit tout dire? Est-ce qu'avec, par exemple, la loi qui vient encadrer, est-ce qu'on pose le problème de la liberté d'expression? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas toujours la capacité d'avoir accès à l'espace public et s'exprimer. Aujourd'hui, Internet est devenu l'espace qu'ils mobilisent pour pouvoir passer un certain nombre de messages. Ce que le gouvernement demande, ce que la communauté demande, c'est plus de responsabilité. Et quand on sait que le problème de l'éducation, c'est à la base. Aujourd'hui, on assiste à un effritement de la cellule familiale. Les cellules familiales sont écartélées. Et les enfants, souvent, qui y ressortent, sont des enfants qui ont des sédiments poreux en termes d'éducation. Et c'est ce relais-là qu'on utilise au niveau de nos réseaux sociaux pour amplifier nos contre-valeurs. Voilà. Alors, mais justement, comment on arrive, là, vous avez parlé de la famille, vous avez parlé de donc, la cellule familiale. Est-ce un problème, on va dire, de société ou de comportement? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive justement à cette situation avec les réseaux sociaux qui sont parfois, pas toujours, comme un no man's land, M. Atouboué? Il faut déjà considérer les réseaux sociaux comme un fait social. Un fait social fait partie de la société, donc ce n'est pas un élément isolé de la société. Les réseaux sociaux, c'est un peu le miroir, c'est là où on vient exprimer ce que la société est. Parce que les gens qui sont sur les réseaux, ils sont d'abord dans la vraie vie avant d'y être. Je suis très d'accord avec ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il y a l'effritement des valeurs. Mais c'est quoi? C'est tout le système de valeurs, comme je l'ai dit. Mais pour un homme, son système de valeurs se construit à partir de quoi? À partir de la famille, à partir de l'école, mais à partir de l'environnement. Aujourd'hui, que deviennent nos familles? Que deviennent nos systèmes éducatifs? Le système éducatif doit s'adapter aux réalités du temps. On a des sujets qui s'imposent à nous, comme les comportements à avoir sur les réseaux sociaux. Oui. Jusqu'à quand on va les intégrer dans nos cours d'éducation civique et morale? Ça aussi, c'est une question. L'environnement de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit ici, je le redis. Vous avez une jeunesse qui est blessée. Je suis né dans la crise, j'ai grandi dans la crise, je n'ai connu que la crise. J'ai intégré le fait que la violence est un moyen pour arriver à ses fins. Les gens n'ont plus de retenue. Aujourd'hui, c'est toute la société ivoirienne qu'il faut soigner. Mais on fait quoi? Il faut poser d'abord le diagnostic de ce qu'on a connu une grave crise. Et une grave crise, ça laisse des séquelles. Et quand il y a des séquelles, comment on fait? Quels sont les mécanismes qu'on met en place pour éduquer la population, pour éduquer la société? Il y a le cinéma, il y a l'éducation. Oui. Aujourd'hui, le cinéma se résume à quoi? Il faut qu'on mette tous ces éléments au service de la construction des citoyens. Sinon, tout ce qu'on va dire, ça sera bien, mais ça sera difficile de redonner aux citoyens ivoiriens ce qu'on a appelé, il y avait un concept dans le temps là, Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, justement, l'Ivoirien nouveau, est-ce que l'Ivoirien nouveau est de la seule responsabilité du gouvernement? Est-ce que l'Ivoirien nouveau n'est pas aussi de la responsabilité de la cellule familiale? Est-ce que l'Ivoirien nouveau n'est pas de notre... Nous, les médias, n'est pas aussi de notre responsabilité? C'est ce que je dis. Voilà. Alors, je pense que toujours dans l'ordre des réseaux sociaux, il faut prendre le contexte. Les réseaux sociaux, Facebook, etc., je pense que nous sommes à peu près en 2004, à peu près, quand c'est créé. Et quand c'est créé, éventuellement, donc, nous sommes en pleine crise. Et il faut savoir qu'il y a une logique de consommation et d'adoption des technologies. Il y a la période d'euphorie.
nous sommes en Afrique, éventuellement, le temps que les infrastructures, tout ça puisse être consolidé. Donc, on utilise les réseaux sociaux comme une sorte d'exutoire avec, de l'euphorie. Après, il se retrouve qu'on peut être justement dans un espace avec des faits délictueux, des comportements délictueux, etc. Et à partir de ce moment, on a parlé donc d'éducation. Au-delà de ça, aujourd'hui, l'éducation aux médias et en Occident, c'est devenu quelque chose de fondamental. Et nous, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a eu l'euphorie, il y a 10 ans derrière, tout le monde ne gérait que par les réseaux sociaux. Pendant ce temps, on aurait pu éventuellement donc l'introduire dans notre système éducatif. Que 10 ans après, on se retrouve donc aujourd'hui avec des jeunes qui ont 18 ans, 14 ans, qui sont des adolescents, de faire attention à tout ce qui est réseaux sociaux, parce que l'usage des réseaux sociaux donc, obéit donc à un certain nombre de règles. Quand on ne respecte pas ces règles, c'est comme... Il y a les dérives. Voilà. Et aujourd'hui, ça, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, dans le système, c'est qu'on a ECM, etc., éducation civique et morale, ou alors EDAC, mais aujourd'hui, on aurait pu les introduire depuis près d'une dizaine d'années. Éducation aux médias. Voilà, ça soit déjà, c'est-à-dire que ceux qui sont en train de grandir avec, aujourd'hui, puissent être à même de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais concrètement, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, la situation, on fait un état des lieux. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour faire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est l'éducation donc à la citoyenneté, et ça c'est important aussi. L'éducation donc aux médias et à la citoyenneté. Parce que quand on est, je pense normalement les médias, l'usage des médias, de la technologie, ça reste quelque chose d'assez fondamental donc à pouvoir mettre comme discipline pour enseigner. Mais également donc, on va dire, l'éducation à la citoyenneté. Parce que quand normalement, pour être un bon citoyen, c'est-à-dire qu'on a une société qui est bien régulée. Si ça, c'est pas fait, donc il n'est jamais tard. Je pense qu'il faut introduire donc, voilà, cela. Tony, alors vous êtes connu au-delà de nos frontières, et ça c'est clair, en plus pendant la CAN, on a vu toute cette euphorie que vous avez portée, de nombreux messages. Est-ce que, quel est votre rapport justement avec tous ces followers quand ils vous écoutent, donc ils croient tout ce que vous dites, tout ce que vous partagez? Est-ce qu'il y a des moments où vous faites justement de la sensibilisation sur des comportements, sur des sujets spécifiques, quand vous voyez par exemple des dérives d'autres personnes, comment vous comportez avec eux? Alors, on en fait, mais c'est ce que je dis toujours, n'attendez pas des influenceurs d'éduquer vos enfants ou d'éduquer les gens à votre place. Vous êtes une personne publique et connue et de la société. Oui, mais malheureusement, je ne pense pas que c'est en faisant ça que ça va changer beaucoup de choses. On a dit, il faut dire merci aux réseaux sociaux parce que ça permet de montrer notre société comme elle est. La société que les télévisions ont longtemps cachée, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on n'a pas la possibilité de censurer certaines choses et c'est ce qu'on est en train de voir. On prend un réseau social comme TikTok qui a été créé en Asie, mais quand vous voyez l'utilisation que les Japonais ou les Chinois font de ce réseau social, ce n'est pas pareil que chez nous ici. Donc c'est ce que la jeunesse... Est-ce qu'en Asie, il y a une régulation? À un moment donné, les jeunes n'ont pas accès à TikTok. Oui, il y a une régulation. Comme par exemple, vous savez qu'en France, 63% des moins de 13 ans avaient un compte sur un réseau social. Il y a eu une loi récemment qui a défini la maturité numérique à 15 ans. Donc ça, c'est des choses qu'on ajuste au fur et à mesure. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est de l'hypocrisie quand on dit que les réseaux sociaux sont en train de gâter nos enfants. Nos enfants sont déjà gâtés. C'est ça, ils ramènent sur les réseaux sociaux. C'est tout. Donc si l'éducation à la base, elle est bien faite, l'éducation, on repense notre système d'éducation, ça va forcément réagir sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc nous, quand on dit aux gens, oui, comportez-vous comme ça, forcément, ça ne va pas toucher tous ceux qui nous regardent. Stony, vous ne croyez pas si bien dire, mais dans l'axe 3, on en reparlera, parce que quand on est un personnage public et qu'on est suivi, il y a parfois on peut influencer, d'où l'influenceur. Mais si vous permettez, je vous prendrai tout à l'heure, si vous permettez, on va passer à l'acte 2, l'axe 2. Quelles mesures pour une bonne utilisation des réseaux sociaux? On en parlait justement. Quelles sont les actions menées par le gouvernement? Nous retrouvons Davis Oyo et Pacom Afrié dans ce montage. Le gouvernement ivoirien déclare la guerre à la désinformation. Le lundi 24 juin dernier, il a procédé au lancement officiel de la campagne nationale pour un environnement digital respectueux et sécurisé, dénommée « En ligne tous responsables ». L'initiative vise à promouvoir un espace numérique sûr et respectueux pour tous les Ivoiriens. Avec pour slogan de campagne « Stop aux sorciers numériques », le ministre de la Communication, porteur du projet, entend impliquer tous les citoyens, en particulier ceux du microcosme 2.0, dans la lutte contre la désinformation. Cette campagne vise à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable des outils numériques et des réseaux sociaux.
nous abordons ce jour une nouvelle étape tout aussi ambitieuse. Le slogan audacieux « Stop aux sorciers numériques » que nous lançons aujourd'hui résonne avec une force particulière. Il fait appel à l'imagerie sociale de l'Ivoirien. Ce slogan est un appel à l'action. Le Premier ministre, chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, a aussi exhorté tous ses concitoyens à se joindre à cette initiative et à s'engager activement dans cette lutte. Le slogan « Stop aux sorciers numériques » qui accompagne cette première phase de l'initiative nationale pour un environnement digital respectueux et sécurisé appelle chaque citoyen à jouer un rôle actif dans la lutte contre la désinformation. Cette campagne de lutte contre les fake news, des abus sur les réseaux sociaux et sur Internet en général a également pour but la protection des données à caractère personnel. Elle vient aussi renforcer les mesures existantes, notamment la charte des réseaux sociaux, une initiative de la HACA, la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel. Alors, tous responsables, c'est vrai, c'est une communication qui a été faite et c'est un engagement et une campagne faite par le gouvernement pour justement qu'ensemble, on puisse lutter contre la désinformation, les fake news qu'on retrouve partout, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur les réseaux sociaux également. Alors, Ghislain, justement, vous voulez rebondir sur ce que nous avons... Oui, ce que Stony a dit. Je voudrais qu'on soit d'accord sur le plateau, sur le fait qu'aujourd'hui, quand je regarde Internet et les réseaux sociaux, oui, je pense que ça a accéléré la déshumanisation même de nos sociétés. Parce que quand vous regardez la première institution de socialisation, c'est bien la famille. Mais quand on est à l'intérieur de la famille, qu'il n'y a plus de communication, parce que justement, les enfants, les parents sont tous en train de scroller, ça pose problème. Quand vous regardez des enfants qui scrollent pendant 3 heures, pendant 5 heures... Les parents. Mais justement, mais les parents aujourd'hui sont aussi rentrés dans la cadence. Parce que quand vous regardez, papa est sur son portable, maman est sur son portable, les enfants sont dans leur chambre et ça crée l'isolement. Il avait dit, les enfants sont isolés, les parents sont isolés, il n'y a plus de communication. Et mieux, quand vous regardez aujourd'hui, on a des violences faites aux femmes, les violences en ligne et qui font que quand on est en ligne, on touche la dignité, par exemple, de certaines personnes. Donc, on a la question des droits humains qui se pose avec la montée en puissance du numérique. Donc, c'est des choses qu'il faut encadrer. Il y a des effets pervers. Aujourd'hui, nos enfants développent ce genre de déviance parce que, justement, leur éducation, leurs valeurs se retrouvent de l'autre côté, sur la toile, et ils ne respectent plus les parents, ils n'écoutent plus les parents. Donc, il y a un gros problème avec, aujourd'hui, l'utilisation de Internet ou des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Oui, je suis en partie d'accord avec lui, mais je veux nuancer un peu les choses. C'est votre droit. Les réseaux sociaux ne sont pas à la base de la déshumanisation de la société ou encore de l'effritement des valeurs. Ce n'est pas un relais? Un relais n'est pas la cause structurelle du phénomène. Non, c'est un relais. C'est pour ça que je dis c'est un élément amplificateur. Mais pourquoi on parle d'amplification? Ça veut dire que l'élément existe à la base. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui empêchent les parents de mieux éduquer les enfants parce qu'ils sont en train de scroller, mais c'est aux parents de se dire, il est 20h, tout le monde à table, on dépose les téléphones. Ça, ce n'est pas un influenceur ou bien ce n'est pas l'État qui va dire ça. On se dit, on est à la maison, voici les heures où papa, maman est là. Ce sont ces moments-là où on doit discuter, on doit échanger. Mais si les parents même ne prennent pas cette décision, c'est un peu comme si quelqu'un me disait la télévision déshumanise, détruit les sociétés. Je dirais non, la télévision est un instrument. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça dépend de chaque individu. Donc, si aujourd'hui la société est là, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas Internet, mais c'est la société même qui avait des problèmes, et ce sont ces problèmes qui sont transposés sur Internet. Pour finir dessus, l'année 2019 a été une année particulière, on n'en parle pas beaucoup. Il y a eu 18 conflits intercommunautaires en l'espace de 6 mois. Mais quand vous regardez, les réseaux sociaux ont beaucoup amplifié ces conflits. Mais ce qu'on ne dit pas, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé les conflits. Mais ça veut dire qu'il y avait des problèmes structurels qui n'ont pas été adressés. Et donc, à partir du moment où on a ces éléments
qui s'associent. Dès qu'on a un élément qui peut permettre d'amplifier la chose, on a les conséquences doublement. Donc, je veux qu'on fasse cette analyse profonde, sinon on va se jeter sur les réseaux sociaux qui ne sont que des instruments qu'on utilise pour s'exprimer, alors que le vrai problème, c'est une crise structurelle de la société ivoirienne. Mais on est comme, est-ce que vous êtes tous les quatre peut-être pas d'accord, mais en tout cas, ma question, je vous la repose, et je vais commencer par Stony. Vous avez parlé justement d'éléments qui existaient, donc les réseaux sociaux sont des relais. Mais Stony, comment justement faire en sorte, on parle de responsabilité. Tout à l'heure, dans l'élément, il était question de désinformation. La désinformation, les fake news et les infox existent. Et que ce soit la presse, donc papier, on va dire, la presse traditionnelle, et les réseaux sociaux sont aussi des relais ou porteurs de ces fake news. Justement, comment on devient on devient tous responsables. Ce n'est pas seulement le fait des influenceurs, mais comment justement, vous en tant qu'influenceur, je ne vous indexe pas, mais comment on peut justement amener à cette responsabilité qui soit personnelle pour le collectif? Moi, je pense que déjà pour la désinformation, c'est... quand on apprend une information, c'est déjà de la vérifier. La vérifier pour nous qui ne sommes pas forcément journalistes, qui n'avons pas des sources bien introduites dans les ministères et autres, il faut peut-être regarder... Est-ce qu'il y a que les ministères qui informent? Oui, mais je dis qu'ils ont leur source d'information, mais sur les réseaux, peut-être regarder sur Internet, voir si des sites sérieux ont relayé la même information ou si elle est partagée, s'il y a une source, avant même de la reprendre. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Mais je pense aussi que... j'aime bien cette campagne parce qu'il faut réagir. Les réseaux sociaux, c'est instantané. Voilà, parce que quand une information passe, on a tendance à négliger, à dire « ouais, c'est pas vrai », donc on n'accorde aucun crédit. Mais il faut tout de suite donner la bonne information. Il y a des informations qui circulent et c'est 2-3 jours après qu'on voit des communiqués pour dire que non, c'est faux. Et ça, c'est aussi des mécanismes qu'il faut mettre en place. Donc moi, je pense que chacun à son niveau doit être responsable, comme on a dit, tous responsables, vérifier déjà l'information qu'on a. Mais souvent même, l'infox même vient de la source qui est dite crédible. Donc ça aussi, c'est un autre niveau. Alors, est-ce que, Ghislain Coulibaly, comment vous expliquez, comprenez peut-être, c'est vrai qu'il y a une répression, il y a de nombreuses personnes, et je poserai aussi la même question à M. Ouattara Lassina, il y a de nombreuses personnes, enfin des personnes, pas de nombreuses, des personnes qui ont été interpellées et condamnées pour, on va dire, diffamation, cyberharcèlement. Pourquoi cela perdure-t-il, Ghislain Coulibaly? Alors, il faut savoir que il s'agit de comportements. Ce sont des choses qui ne se changent pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'il existe des lois, c'est vrai qu'on peut sanctionner. Mais quand on sanctionne, c'est pour que les personnes prennent conscience, parce que la responsabilité, elle est individuelle, la responsabilité, elle est collective. Vous avez vu le cas, par exemple, de Observateur qui s'est retrouvé en prison. Est-ce que vous pensez que quand il est sorti de prison, il a changé pour autant sa verve? Est-ce qu'il a changé pour autant sa manière de parler? Mais donc je pense que... Est-ce qu'il y a une... Je pense... Enfin, en tant qu'observateur, jusqu'à date, il y a une ligne qu'il n'a pas franchie. Je ne sais pas. Bon, après aussi, il n'a pas toujours franchi des lignes déplacées. Il y a eu une situation précise qui l'a conduit en prison. Il est revenu. Est-ce que cela veut dire que s'il ne fait pas la même chose, c'est parce qu'il est parti en prison qu'il a changé? Enfin, après les erreurs... Les commerces, ça peut être un fait de jeu, comme on le dit au football, qu'il a envoyé là-bas. Donc, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'apprécier son avant et son aujourd'hui. C'est ça, justement, c'est dans le temps qu'on verra s'ils ont changé. Mais je pense que quand on sanctionne une personne, c'est pour permettre aux autres d'en tirer les leçons et de savoir qu'il y a un Rubicon qu'il ne faudrait pas franchir. Et donc, pour moi, il faut continuer à sensibiliser, mais aussi il faut sanctionner. Donc, je pense que la tolérance zéro contre toutes les dérives sur les réseaux sociaux. Sensibilisation continue ou sanction? Alors, je pense que c'est réellement, donc, on va dire, un savant dosage des deux. Parce que quand on regarde aujourd'hui, l'État lui-même, en tant qu'institution, éventuellement, donc, a mis en place tous les dispositifs. Quand on regarde également au niveau, donc, on va dire, des milieux de socialisation, comme les sociologues le disent, c'est qu'au niveau de la famille, des enfants, etc., Stony a parlé tout à l'heure de maturité numérique. L'État doit réguler éventuellement. Mais à quel moment donc l'État régule? L'État régule quoi exactement?
Oui. Parce que quelquefois, je vous assure, mais quand vous avez des individus, ils ne savent même pas souvent qu'ils sont en train de commettre soit souvent des délits, ou alors c'est vraiment des actes de cybercriminalité dans les partages d'informations, etc. Donc, donc la sensibilisation, ça reste important, mais à la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le truc qui va gérer tout. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui sont détenteurs de plateformes, peut-être qu'on ne vous dit pas assez, mais les détenteurs de plateformes ne font pas suffisamment, on va dire, d'efforts sur la question. Quand vous prenez Meta, vous avez par exemple aujourd'hui Meta, quand vous leur dites, écoutez, chez nous on a trop de questions, on utilise votre plateforme pour faire de la propagande, de la xénophobie, de la haine, pour amplifier des conflits. Ils nous disent, ok d'accord, on a compris, on va essayer de réguler. Mais comment eux ils régulent? C'est-à-dire qu'ils vont venir dire à l'État, ah mais non, c'est à vous de réguler. Et à leur niveau, qu'est-ce qu'ils font? Et quand vous, finalement, vous décidez, vous êtes un État, vous décidez quelquefois de couper Internet, vous dites attention, c'est un problème de liberté d'expression, mais également donc, de responsabilité. Donc, il faut sensibiliser donc, vos citoyens. Donc, on est dans un cercle vicieux où ceux qui sont détenteurs de plateformes que les gens utilisent, c'est-à-dire qu'ils ne veulent jamais couper parce que derrière, ils ont du business. Derrière, Sony va nous dire, hein. Bien sûr. Nous expliquer le business. Derrière, ils ont du business. Et derrière, ils ont de l'audience. Derrière, il faut savoir en même temps aussi que c'est des outils, quelquefois, de propagande ou bien de soft power. Un exemple. Oui, parce que je voudrais l'entendre. Je voudrais entendre Sony. Un exemple, aujourd'hui, c'est que quand vous dites, donc, quand vous suspendez Internet, ou alors soit une plateforme, tout de suite, donc, on vous, dans les classements donc, des pays de liberté, etc. Ce sont les indicateurs. Voilà. Alors, messieurs, on a parlé tout à l'heure de cette campagne, et puis elle a un nom, hein, Stop aux sorciers numériques. Donc cette campagne, c'est un slogan. Alors, je voudrais avoir un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette campagne Stop aux sorciers numériques? Évidemment, il y a le hashtag tous responsables, mais Stop aux sorciers numériques. Monsieur Atoumbri. Puisque vous avez dit Stony, donc j'attendais. Moi, je me demandais si les sorciers numériques n'ont pas été invités aux premières phases. Il a parlé de détenteurs de plateformes. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, les pages qui ont quand même de l'audience en matière en termes de relais, quand on fait une campagne aussi importante comme ça, moi j'ai vu le DG de la police, j'ai vu la gendarmerie et la PSCC et tout, ça m'a fait trop peur. C'est ce que je dis toujours. Oui, ça fait peur. Mais quand on dit stop aux sorciers numériques, on monte les DG de la police, tout ça, on dit on vient vous arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, cette campagne, ça vise à les approcher, leur dire écoutez, voici ce que vous devez faire, quand vous avez leur donner les outils pour vérifier les informations? Parce que je ne pense pas que c'est une mauvaise foi aussi. Je pense que quelqu'un qui a son business sur une page, quand il fait une publicité, il gagne quand même de l'argent, il ne va pas vouloir arrêter son activité. On lui donne les bons rudiments pour pouvoir s'en sortir. Donc là, je n'ai pas l'impression que... Moi-même, je ne savais même pas qu'il y avait cette campagne. Je l'ai appris comme vous. Non, moi, je le savais. Voilà, moi, je l'ai appris comme vous. Donc, beaucoup d'utilisateurs ou de détenteurs de pages à forte audience n'ont pas été associés au lancement. Peut-être que ça va venir dans les prochaines phases, mais je pense que ça devrait être le cas, surtout quand on parle des informations. Alors, Tony, après, je suis obligé de rebondir parce que tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez évoqué, donc la première partie, vous avez dit que vous n'avez pas été très nombreux à signer la charte au niveau des influenceurs. C'est bien cela? Et vous avez parlé justement aussi d'influenceurs significatifs. Là, vous dites que vous n'avez pas été associés. Ma question, avant que je n'entende M. Atoubré, qu'est-ce que vous faites justement? Est-ce que vous allez vers la PLCC ou la DITT pour peut-être voir comment ça se passe, partager aussi votre expertise, parce que vous avez une expertise, vous êtes suivi, peut-être aussi accompagné de façon citoyenne? Parce que est-ce qu'il faille que la PLCC vienne absolument vers vous? Est-ce que ce n'est pas possible qu'il y ait justement cette connexion avec... Mais moi, je ne peux pas prendre d'initiative personnelle. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aller vers directement la PLCC parce que déjà... Là, quand on parle d'une campagne comme ça, c'est une campagne qui est ouverte pour tout le monde. Donc, déjà, c'est l'opportunité d'associer toutes ces personnes. C'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que moi, par exemple, j'ai ma manière de fonctionner. Moi, quand j'apprends une information, j'essaie d'aller vers les sources et je fais mes reportages, les gens voient. Mais tout le monde n'est pas pareil. Il a parlé des pages aujourd'hui, des gestionnaires de pages. Moi, je dis il faut mettre tout cela. Parce que là, moi, quand je regarde cette campagne, il y a beaucoup qui ne se sont pas sentis concernés. Ils ne se sont pas sentis concernés. Ils se sont dit, est-ce qu'ils se sont réunis pour prendre des mesures contre nous? Mais nous, on ne sait pas.
Donc, il faut qu'on dise aux gens, à ceux qui relaient ces informations, parce qu'on dit stop, on dit aux sorciers. Mais qui sont ces sorciers-là? Bon, les sorciers, c'est qui? Je vais écouter à tout moment. Peut-être qu'il n'est pas sorcier, il ne connaissait même pas ce dont il s'agit. Je vais écouter. Qu'est-ce que je pense que Stony soulève des questions que je partage en partie. Les initiatives, c'est bien. Oui. Mais il faut de la pédagogie pour ne pas donner l'impression qu'on veut faire peur aux gens. Cette campagne, ça aurait été intéressant. De la même manière, on a mobilisé les cyberactivistes qui semblent être l'un des cibles de cette campagne. On aurait dû les associer, on aurait dû même leur donner la parole. Il faut que dans les actions de l'État, on ait cette démarche participative prônée par l'État elle-même, de telle sorte que les premiers concernés se sentent véritablement impliqués. Mais sinon... Vous êtes sûr que ils n'ont pas... Vous avez la certitude... J'ai dit qu'il faut faire davantage. Non, ma question, vous êtes sûr je ne veux pas parler de cyber ou d'influenceurs, mais les personnes qui sont... je dirais, qui sont des visages connus, n'ont pas été associés ou approchés pour cette campagne? Comme Stony l'a dit, je peux le dire, parce que vous voyez l'affiche même, on a vu des campagnes d'affichage dans la ville. Je pense que quand on veut mettre en avant l'arrêt de la désinformation et tout, il faut mettre des visages connus sur Internet ou autres devant. On ne va pas mettre le ministre, excusez-moi, dans son habit. Moi, je trouve que cette communication, elle ne touche pas les gens pour qui on est en train de la faire. Donc moi, je ne me suis pas senti concerné principalement. Je me suis pas senti concerné. C'est votre liberté totale. Très bien, je n'avais pas fini. Donc ce point, je l'ai évacué. Maintenant, sur le deuxième point, mon très cher a évoqué la question de l'impact des États ou encore, est-ce que nos États ont la capacité d'influencer les grands groupes? Ce qui se passe, c'est qu'ils ont leurs standards. Mais nous, nos États, on a nos standards qui tiennent compte de nos valeurs culturelles, qui tiennent compte de nos éducations. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense que peut-être il faut penser à une réglementation sous-régionale, peut-être. De telle sorte que vous êtes déjà dans les solutions. Donc, gardez vraiment sous le coude. Non, mais puisqu'il avait évoqué la question, ça me paraît très bien. Donc, je note pour la suite. Pour l'axe 3, c'est très intéressant ce que vous dites. Lassina, on n'est pas dans l'axe 3 pour l'instant. Non, tout à fait. Alors, je vais revenir rapidement sur la campagne et la désinformation. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que la désinformation est devenue, on va dire, un vrai fléau. Vous avez de la désinformation institutionnelle, quelquefois organisée, orchestrée par des États, par des structures, par des entreprises qui, je veux dire, ont des revenus sur la désinformation. Et puis, vous avez la désinformation où, quelquefois, des individus partagent des choses sans toutefois vérifier éventuellement. Donc, d'un point de vue de la désinformation institutionnelle, qui est non seulement plus insidieuse, mais aujourd'hui, quelquefois, qui sont en rapport avec des États, avec la diplomatie, avec la géostratégie. Ça, c'est des choses réellement donc, que l'État, éventuellement, essaie de gérer d'un point de vue plus global avec d'autres. Et ensuite, vous avez la désinformation où des individus partagent quelquefois des informations qui ne sont pas vraies, etc. Oui, là, il y a je pense que cette campagne, c'est pour sensibiliser en fait des individus. Mais un individu, par exemple, qui reçoit des informations sur peut-être des éléments qui sont peut-être en rapport peut-être avec notre zone Afrique de l'Ouest, etc. Et quelquefois, même vous les avez en anglais, sur des plateformes très connues, sur Meta, sur YouTube, etc. Mais qui le reçoit, qui le partage éventuellement. Donc ça, c'est vraiment à un plus haut niveau. Mais sur la question Est-ce que les questions, là, vous voulez peut-être parler des questions, des dangers sur la sécurité? Sur la sécurité nationale, la souveraineté éventuellement et tout cela. Ça, cette question de désinformation, je pense que c'est vraiment à un plus haut niveau, au niveau de l'État, et comme le frère l'a dit. Et puis vous avez donc ceux qui sont dans un État qui partagent une fausse information. Par exemple, je ne sais pas moi, nous qui sommes journalistes, on le voit souvent dire, par exemple, que, c'est pas moi, il y a un camion peut-être qui s'est renversé, or c'est faux, ou alors sur l'autoroute, on voit peut-être du pétrole. Pourtant, on parle de faits dans notre métier. C'est ça réellement. Mais à un certain moment, vous avez de la désinformation au plus haut niveau. Et ça touche quelquefois les États et des institutions. Et ça, je pense qu'il faut essayer donc de faire la différence et de pouvoir réguler. Okay. Alors, quels sont les... Ghislain, ça c'est vraiment le sociologue que je voudrais interroger. Quelles sont les meilleures pratiques pour protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux? Alors, pour protéger sa vie sur les réseaux sociaux, c'est d'éviter soi-même de donner ces données à caractère personnel. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? C'est possible, parce que c'est pas trop possible, hein? Oui, parce que même sur Meta, pour un profil, on demande d'utiliser le vrai nom.
Mais c'est là où j'en viens. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se retrouve avec les réseaux sociaux, mais qui viennent justement nous voler notre vie. Mais est-ce que vous êtes obligé est-ce qu'on est obligé d'être sur les réseaux sociaux Non, mais parce qu'en fait, ce sont des tendances de société. Tout le monde est sur le réseau et finalement, quand on est dans l'âge d'adolescence, quand on est adulte, ça rentre dans les éléments de prestige, les éléments de symbolisation et donc, on s'adonne. Pour moi, c'est des éléments de tendance. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la campagne qui vient d'être lancée, moi, j'ai envie de dire, enfin, l'État hausse le ton, l'État prend ses responsabilités. Quand on parle de sorcier, le sorcier, c'est un individu qui a la capacité de nuisance. Ça peut être la première option. La deuxième option, le sorcier, c'est celui qui est intelligent et qui utilise son intelligence pour faire du mal. Donc, quand on dit stop aux sorciers blancs, aux sorciers numériques, c'est dans les deux cas de figure. Oui. Parce que ceux qui sont très intelligents, c'est eux, finalement, qui vont faire du harcèlement. Ce sont eux qui vont détourner dans des banques en utilisant le phishing, etc. Et donc, pour moi, aujourd'hui, l'État est dans son rôle, l'État prend ses responsabilités et l'État devrait amplifier. Maintenant, en termes de stratégie, après un lancement, moi, je voulais demander, est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment la désinformation au niveau des réseaux sociaux? Tony, il y a beaucoup de harcèlement, il y a beaucoup de... Moi, je ne pense pas que ça soit l'urgence vraiment aujourd'hui. Tony, Messa Toumbré, Ouattara Nassina, G5 Coulibaly, nous allons évoquer l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, prend le pas sur un certain nombre d'éléments. Et nous retrouvons Siaka Kone, un montage pas comme Afrié dans ce papier libre. Avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle. Branche de l'informatique permettant au système d'apprendre et d'exécuter des tâches normalement associées à l'intelligence humaine. La reconnaissance vocale, la prise de décision ou la perception visuelle. Le but de l'intelligence artificielle est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Le premier cadre de l'intelligence artificielle est le moteur de recherche. À travers une question ou une requête clé, la machine est capable de sortir des résultats sur le champ. Le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing est le père de l'intelligence artificielle. Né en 1912, il est connu pour avoir créé la bombe à déchiffrer des messages cryptés de la célèbre machine Enigma lors de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis demeurent aujourd'hui leaders de l'intelligence artificielle pour avoir fait montre d'une forte avancée technologique depuis les années 50. Entre autres avantages, l'intelligence artificielle permet d'optimiser le processus de production, son efficacité, sa rapidité, sa précision et sa rentabilité économique sont une réalité. L'intelligence artificielle en entreprise représente un tournant majeur, offrant des avantages clés tels que l'optimisation des processus décisionnels et une meilleure gestion des ressources. En revanche, l'intelligence artificielle présente des risques liés à la sécurité des données. Elle réduit à sa simple expression la créativité de l'esprit humain et met à mal la place de l'homme en entreprise et dans la société avec l'autonomisation des tâches. Merci David Soyo. Merci Siaka Kone, exactement, et pas comme Afrique. Alors, l'intelligence artificielle, elle est présente au quotidien. Ouattara Nassina. Alors, oui. Est-ce que nous sommes dépassés? Est-ce que nous sommes dans les temps? Comment, justement, vous jaugez l'intelligence artificielle à travers ce reportage que nous avons suivi? Alors, je pense que l'Afrique, à chaque fois, on a parlé donc de gap numérique. Donc, on essaie de rattraper dans l'usage des technologies. Aujourd'hui, donc, on est en train de monter un cran au-dessus avec l'intelligence artificielle. On en parle depuis 2020. Et depuis 2020 jusqu'à maintenant, nous sommes à peu près à 4 ans où des États, les États-Unis, l'Union européenne, essaient de réguler. Sur le continent africain, en tout cas pour ce que je sais, le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud, éventuellement donc le Bénin, ont des stratégies, donc, on va dire, d'adoption, d'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous avez l'ensemble des autres pays, l'Union africaine également donc, a des initiatives. Et vous avez un certain nombre de pays qui sont donc en train d'observer, de voir comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et tout ça. Sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est en train d'étudier, c'est en cours, donc de voir comment donc, ça va s'appliquer, à qui ça va s'appliquer, quels sont les domaines éventuellement et tout cela. Il y a déjà des initiatives, je pense que le gouvernement en parle. On a un ministère de l'économie numérique.
en parlent éventuellement, mais après, dans le quotidien, c'est que moi, aujourd'hui, j'utilise l'intelligence artificielle. À quel moment, donc, on me dit, non, il faut utiliser ou pas? Je suis journaliste, j'utilise donc pour écrire des papiers, j'utilise donc pour travailler au quotidien aujourd'hui. Oui. Mais à partir de quel moment, donc, ça sera régulé pour que moi, je prenne conscience qu'éventuellement, c'est ça. Et je pense que plus on prend du temps pour réguler, quelquefois, surtout des technologies, et plus, éventuellement, donc, quelquefois, on crée du gap, et vous avez d'autres qui sont plus avancés que d'autres, et c'est ce que je pense qu'on est en train d'observer aujourd'hui si on ne fait pas attention. Les États-Unis sont en train de réguler, ou du moins, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent plutôt sur les grandes firmes qui aujourd'hui sont en train d'investir des milliards de dollars pour que, donc, éventuellement, après, on puisse réguler. Tout ce qui touche à la question de sécurité nationale aux États-Unis, des défenses, éventuellement, donc, ils sont en train de voir tout cela de plus près. Donc, ça peut être un danger? Oui, l'Union européenne a des dangers. L'Union européenne également donc, est en train de réguler. Après, en Afrique, donc, on reste un peu en train. Moi, je vous cite peut-être 4 pays, et les autres sont encore peut-être à la traîne. Mais c'est cela aussi, donc, la réalité. Et ça fait partie de notre quotidien. Moi, je ne peux pas aujourd'hui travailler sans l'intelligence artificielle. Vous êtes un adepte de l'intelligence artificielle, on retient. Quel est votre rapport, justement, à l'intelligence artificielle et votre regard, justement? Tout comme les technologies qu'on a connues, il y a eu ces moments où on s'est interrogé, ça sera quoi l'utilité, ça sera quoi les dangers. Une chose est sûre, tout ce qui est invention a des avantages, mais a aussi des inconvénients. Donc il appartient, comme il a dit, aux États, déjà d'étudier véritablement la question, de voir quelles sont les opportunités qu'on peut en tirer, mais en même temps, quels sont les risques. Donc, si on connaît les risques, à partir de ce moment, on cherche à mettre en place les moyens, n'est-ce pas, pour essayer de les canaliser, de les réguler. Et selon vous, oui? Selon vous, citoyens ivoiriens, vous utilisez l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'État qui vous a donné l'autorisation? Oui, tout à fait. Quel est votre regard, justement, sur l'intelligence artificielle, entre les avantages, sans doute, et peut-être aussi les risques? Parce qu'on est tous, en réalité, des acteurs. Et on ne peut pas être passif devant. Je suis entièrement d'accord sur le fait que ce n'est pas l'État qui nous dit d'utiliser, mais c'est l'État qui régule la société. Oui. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des personnes qui ont pu se spécialiser en intelligence artificielle, mais ce n'est pas quelque chose qui est, je vais dire, qui est aussi populaire, comme aujourd'hui on a parlé des réseaux sociaux et tout. Donc, tout le monde est dans un temps de latence pour voir comment ça fonctionne. Donc, c'est à l'État qui a déjà les grands moyens, parce que l'État, c'est l'État qui a la puissance publique de pouvoir faire l'analyse pour dire, en fonction de nos réalités, de notre contexte, voilà ce qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle. Maintenant, voici ce qui peut être potentiellement des dangers. Et donc, à partir de ce moment, on commence à mettre en place le cadre normatif, justement pour l'encadrer, de telle sorte que les populations, les sociétés puissent l'utiliser à bon escient. Donc, si on veut mon avis personnel en tant qu'individu, c'est mon avis, mais sauf que celui qui régule la société, c'est l'État. Mais l'intelligence artificielle est déjà, je veux dire, présente partout, un peu dans tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme application, nos téléphones portables, etc. Donc, on embarque aujourd'hui l'intelligence artificielle. Sauf que ce n'est pas comme les gens l'imaginent. Parce qu'on imagine souvent que c'est quelque chose qui va venir prendre la place, qui peut décider à ta place, qui fait prendre des décisions à ta place. Non. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, nos téléphones portables fonctionnent à l'intelligence artificielle. Vous prenez des photos, par exemple, dans votre téléphone, mais l'intelligence artificielle organise, par exemple, par date, etc. et tout ça. Et quand vous tapez, vous avez trouvé, par exemple, des photos avec le même visage de la personne. Et donc, ils ne sont pas là au-delà. Quel est votre regard justement sur l'intelligence artificielle ou bien peut-être votre utilisation? Parce qu'on a vu Sony ou quelqu'un d'autre, on a vu des journalistes même de la RTI, pour ne pas citer la télévision, mais c'est vrai, à qui on a fait dire des choses qui n'étaient pas de leur, entre guillemets, responsabilité. C'était l'intelligence artificielle qui leur a fait faire de la propagande sur des médicaments. Alors ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors, comment on peut avoir le recul nécessaire pour dire que, ah non, ça, c'est pas vrai, c'est sa voix, hein? Alors, c'est difficile parce que les intelligences artificielles sont aujourd'hui tellement bien faites qu'on a l'impression qu'on est en train de... On est vraiment de la réalité. Par exemple, on peut vous faire parler espagnol ou vous faire parler brésilien en ayant au niveau des lèvres, je veux dire, la même cadence que les mots que vous utilisez. Nous, particulièrement dans notre métier, ça peut être un plus parce que, par exemple, vous savez qu'on a des problèmes de droit d'auteur au niveau des musiques qu'on utilise. Aujourd'hui, avec des sites d'intelligence artificielle, on peut créer des musiques, générer des musiques qui ne sont la propriété de personne et les utiliser dans nos contenus. Ça, c'est une bonne chose. On peut aussi écrire des scripts un peu plus rapides, s'aider, par exemple, de certaines intelligences artificielles pour créer des scripts et même aller un peu plus rapidement quand on reçoit, par exemple, des mails de collaboration. On ne sait pas
trop comment y répondre, utiliser l'intelligence artificielle, ça reste une aide. Maintenant, après, on parle toujours des personnes qui l'utilisent dans d'autres sens. Ça ouvre la voie. Aujourd'hui, on n'a pas encore fini avec les cybercriminels. Donc, on leur donne là d'autres outils pour faire encore plus mal. Est-ce que tout le monde est informé et tout le monde sait faire la différence entre ce qui est intelligence artificielle ou pas? C'est ça vraiment la question. Nous, ici, on va consommer. Hein. On n'est pas encore en train de créer. Vous semblez défaitiste? Non, non, pas défaitiste. Je suis en train de dire que nous, on ne fait qu'attendre ce qu'eux, ils vont faire, les solutions qu'ils vont mettre en place, et puis on va regarder. On n'est pas précurseur dans le domaine, donc je pense qu'ici, on ne fait qu'attendre les mesures qu'ils vont mettre en place, et puis pour essayer de s'adapter. Maintenant, nous, au niveau de notre travail, c'est vrai que ça nous aide un peu plus, mais c'est quand même difficile, parce que quelqu'un qui n'a pas la créativité que tu as peut interroger ou bien faire un prompt et sortir une vidéo qui est peut-être drôle, aussi drôle que toi, qui a fait un tournage, et c'est vraiment dommage aussi. Jason Coulibaly, est-ce que l'intelligence artificielle elle peut être un danger? C'est vrai, bon, pour la souveraineté d'un État, c'est vrai. Stoney parlait justement de peut-être des métiers qui seraient en danger du fait de la capacité qu'a l'intelligence artificielle de créer et très, très rapidement. Est-ce que ça peut être un danger? Souveraineté, emploi, stabilité? Oui, moi je dirais que ça peut être un danger parce que quand on regarde notre société, c'est quand même plus de 75% de jeunes. Donc la base pyramidale est large, donc on se dit que ces jeunes-là seront enclins à utiliser justement ces innovations numériques. Et, pour les devoirs même, hein. Oui, ils vont plus faire malheureusement, ce qu'on va faire, donc ça rend, c'est la paresse. On est en train d'accélérer aussi la paresse chez la jeunesse parce qu'aujourd'hui... Quand vous dites on est en train de justement parce qu'on est dans un village interplanétaire où on consomme. On est une société de consommation. Et quand on regarde aujourd'hui nos habitudes, on a des valeurs de paresse, on a des valeurs de médiocrité. Et aujourd'hui, il faut justement utiliser l'IA de la meilleure des manières, puisque on sait que ça peut nous aider à accélérer les processus de productivité. C'est très bon, mais attention, attention, il ne faudrait pas utiliser l'IA pour faire de la tricherie. À travers les devoirs, les exercices qu'on donne, il faut permettre à nos enfants d'apprendre. Parce que le processus d'apprentissage, c'est vrai qu'il est difficile, mais il finit par fixer des connaissances. On ne peut pas aller... Est-ce que l'IA ne peut pas permettre justement de renforcer l'apprentissage ou l'éducation? Oui, il peut renforcer. Oui. Il peut renforcer, et c'est en cela que l'innovation est bonne, mais il faut savoir l'utiliser. C'est pour cela qu'il parlait de régulation, d'encadrement. Juste si vous permettez, pour ajouter, avant qu'on te donne un devoir à la maison, même si tu vas faire tes recherches sur Internet, tu cherches des informations ci et là et tu rédiges. Oui. Aujourd'hui, vous avez un site comme ChatGPT où tu mets l'intitulé du devoir et tu rédiges le devoir. Alors, donc, vous pensez que pour quelqu'un, comme on dit, qui est paresseux, c'est le raccourci qu'il va prendre. Est-ce que, M. Atoubré, est-ce que vous pensez, je rebondis sur ce que Stoney a dit, donc on met donc le chat GPT, on met donc, je fais ma demande, hein, j'ai mon devoir, etc. Mais est-ce que ce que l'intelligence artificielle va écrire, est-ce qu'il y a ce caractère, on va dire, humain qu'on retrouve? Est-ce que, en regardant... Ça dépend du prompt que vous allez utiliser. Si le prompt donc il est bon... Non, oui, mais moi, je touche tout. Si le prompt il est bon, il va sortir comme... Pareil. Je pense que... Enfin, je ne suis pas un excellent spécialiste en la matière, mais c'est comme l'ordinateur. C'est ce que tu introduis que ça te produit. C'est-à-dire, si tu arrives à mettre les mots-clés qu'il faut, mais il te sort ce qu'il faut. Vous pensez qu'on est en danger? Non, on n'est pas en danger. Il ne faut pas non plus avoir peur des innovations. Comme je l'ai dit, il y a forcément des avantages. Naturellement, quand ça va se mettre en place, il y aura encore d'autres systèmes qui vont permettre aussi de pouvoir vérifier, ça existe déjà, si un devoir a été traité par l'intelligence artificielle ou pas. C'est pour ça que je dis depuis, il ne faut pas avoir peur du changement, mais il faut trouver les moyens pour que ce changement soit accompagné de mesures pour ne pas que ça nuise à l'homme.
On est un peu en danger quand même. Ouais. Non. Avant, vous voyez, par exemple, pour les gens qui voulaient rédiger un CV, vous allez voir dans les cyber, là, le gars, il va te prendre 1500, il va te rédiger ton CV. Donc, il y a des gens qui ne savaient pas utiliser Excel, qui se faisaient aider comme ça par des gens qui quand même gagnaient leur argent. Aujourd'hui, il y a des sites, tu n'as même pas besoin même d'employer un infographiste. Il te fait ta créa, il te fait ta présentation. Et on a la connexion Internet, on a payé. Sur la question, je pense qu'il ne faut pas voir de la catastrophe dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir des opportunités, mais également, donc, il faut savoir que peut-être qu'à terme, on va réguler. On parlait tout à l'heure, Internet, quand Internet a été inventé, ça s'est démocratisé, parce que à la réalité, l'intelligence artificielle n'est qu'à ses débuts. Quand ça va vraiment se démocratiser... Vous êtes sûr que l'IA est à ses débuts? À ses débuts, bien sûr. On en parle éventuellement depuis fin des années, depuis 2020. C'est là qu'on a plus aujourd'hui d'outils. Mais par exemple, pour le devoir, il va sans dire qu'il faut adapter donc la société à ce qu'on a comme technologie. Peut-être le mode d'apprentissage, le mode de production de connaissances ne sera pas pareil parce qu'on a la possibilité de s'aider. Avec, par exemple, l'intelligence artificielle. C'est pas là où, par exemple, on fait le devoir. Au lieu de vous demander de rédiger peut-être un essai, mais on va vous demander, par exemple, d'autres choses. Quand vous faites, par exemple, des cours en ligne, vous avez votre ordinateur Internet et vous apprenez, vous faites même souvent des devoirs. Mais c'est le mode d'apprentissage, le mode de production de connaissances. Oui, mais nous sommes dans quel contexte? On est dans un contexte où le taux d'analphabétisme est élevé en Côte d'Ivoire. Oui. On est dans un contexte où il y a la pauvreté. Les gens n'ont même pas accès... Oui, je pense que c'est resté toujours des stigmatisations. Le taux d'analphabétisation, on n'est pas assez outillé. Mais excusez-moi, aujourd'hui, les gens qui utilisent les réseaux sociaux, etc., on n'a même pas besoin de... Non, mais ce n'est pas des stigmates, parce que je peux te dire qu'il y a des gens qui ne savent même pas utiliser Google pour faire une simple recherche. Tu leur donnes une information, ils ne sont même pas capables d'aller vérifier sur Google. Ils peuvent venir te demander, en commentaire même, des informations. Et c'est à partir de là que le processus d'apprentissage, le processus de la relation de l'individu qui n'est pas lettré ou lettré avec la technologie change. Quand vous allez par exemple sur YouTube, souvent vous n'avez même pas besoin de savoir lire et écrire. Un système de recommandation. Mais justement, c'est ça. Donc, il y a des choses comme ça qui sont instinctives. Et vous allez voir qu'au fil du temps, et là, on est en train de se rendre compte que l'intelligence artificielle devient quelque chose d'instinctif, qui est capable donc de comprendre, votre façon de fonctionner et de pouvoir vous faire quelquefois des propositions. Donc, c'est pour réduire les emplois. On va vraiment sur l'intelligence artificielle. Après, on va passer une proposition parce que c'est vrai qu'on parle, on plante le décor, etc. Vous donnez vos avis et c'est des contributions, mais il faut aussi qu'on fasse des recommandations. Avant qu'on passe aux recommandations, j'ai une question et je vous demande d'être court. Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir une influence sur les processus électoraux? On est en 2024, la Côte d'Ivoire a un rendez-vous électoral en 2025. Est-ce qu'elle est capable d'avoir une influence sur même le mécanisme, sur la façon de penser, sur les résultats? Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que c'est possible rapidement? Moi, je ne suis pas inquiet. D'accord. Oui, pardon, allez-y. Je ne suis pas inquiet. Parce qu'en même temps, pour que les gens puissent véritablement utiliser l'intelligence artificielle, il faut bien qu'il y ait un taux de pénétration d'Internet qui puisse être à un niveau de sorte que ça puisse influencer les élections. Actuellement, c'est vrai, le taux d'Internet est quand même élevé en Côte d'Ivoire. Non, c'est élevé, mais... 11 millions de personnes, 12 millions de personnes. Nous sommes à près de 30 millions de personnes. Oui, mais 11 millions, c'est beaucoup. Ouais. Et même les 11 millions, moi, je peux discuter dessus. Moi, j'ai jusqu'à 4 profils Facebook. D'accord. Pourtant, on compte le nombre de profils. Comment on fait pour savoir que moi, je ne suis pas seul? D'accord, mais moi, ma question... Donc, en réalité, peut-être dans les 11 millions de personnes, on va se retrouver véritablement autour de 8-7 millions de personnes. On est 30 millions en Côte d'Ivoire. D'accord, mais sur la liste électorale, on n'est pas 11 millions. À la dernière élection, on était à peu près 6 millions. 6 millions, mais sauf que tous les 6 millions ne sont pas forcément... Oui, mais on est quand même 6 millions, donc il faut en tenir compte. Stoney, est-ce que ça vous inquiète? Non, moi, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'aujourd'hui, on utilise les tablettes dans les élections. Ça permet d'éviter souvent aussi des fraudes. Tout à fait. Donc, je pense que c'est... Non, sur la question, je pense que peut-être qu'il faut bien encadrer. Mais sinon, je veux dire, c'est un avantage de mieux connaître, par exemple, ceux qui sont des électeurs, etc., la possibilité de traiter donc, des méga-données très rapidement. On vote le matin, le soir, donc on peut avoir du résultat avec l'intelligence artificielle et des méga-données, donc des traitements de données, tout ce qui est analytique. Donc ça, c'est assez important. Et sur la communication également, donc des candidats, etc., c'est des choses qui peuvent vraiment aller vite, mais après, il faut vraiment encadrer. Voilà. Justin Koulibaly? Non, moi, je pense que, j'avoue que je ne suis pas méfiant. Bien au contraire, la CEI peut optimiser l'IA pour
pour accélérer le processus RLE et jusqu'à la diffusion des résultats. Axe 3, messieurs, recommandations, comment et que faire pour éviter les dérives sur les réseaux sociaux? Nous retrouvons Ahmed Traoré qui nous propose ce micro-trottoir. L'État doit créer une loi pour permettre à nos enfants, ou bien même les grandes personnes même, de pouvoir quand même s'agir. Parce que, bon, vu cette dépravation, cette dérive-là, ça fait qu'aujourd'hui on a l'impression que nous vivons sans une société, un régime de moralité. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux. Tous nos enfants sont sur les réseaux. Alors, quand il y a ces genres de trucs qu'on a sur les réseaux, les enfants sont obligés de copier. Par exemple, les filles qui se déshabillent. Alors qu'au cinéma, quand on va souvent, on dit interdit au moins de 18 ans. Les enfants n'y vont pas. Mais ici, maintenant, on met sur les réseaux. Parce que tous les enfants aujourd'hui ont portable. Et après, on dit non, grossesse en milieu scolaire, c'est interdit. Mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que l'enfant regarde ça, il pense que c'est une réalité. Elle veut vraiment faire autant. Et puis voilà, maintenant, il y a un problème. C'est mauvais parce qu'on utilise la voix de certains journalistes, la voix de certains artistes, la voix de certaines célébrités pour pouvoir faire croire à nos abonnés que ce sont ces célébrités-là qui sont en train de nous faire connaître à travers les produits. Il ne sait pas si le gouvernement avait pris des mesures tout récemment à l'Assemblée pour pouvoir essayer de sanctionner les fautifs, les coupables vous faites. Parce que c'est une chose qui met un peu le pays à mal. Si le gouvernement peut prendre des mesures, peut voter un peu une loi à l'Assemblée pour pouvoir condamner les dérives un peu sur les réseaux sociaux. L'idéal serait d'abord d'appliquer les lois, mais bien avant ça, essayer de sensibiliser les gens sur les dangers que cela peut provoquer. Et ensuite, si après la sensibilisation n'a pas de réaction, il faut appliquer les lois. Et quand les lois seront appliquées, c'est clair que les gens vont arrêter toutes ces choses-là. Bloquer certains liens sur les réseaux sociaux. Je penserais qu'il faudrait sensibiliser la jeunesse, plus la jeunesse. En sensibilisant la jeunesse, nous pourrons, par exemple, leur donner des informations sur les risques, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas écouter tout le monde. Il ne faut pas écouter tout le monde. Stony, commentaires justement sur ce micro-trottoir, ces propositions qu'ont faites certains Ivoiriens. Ouais, ça c'est des bonnes propositions. Moi, je vais aller plus loin. Je vais dire qu'il faut accompagner tout ce monde-là. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pour certains jeunes une façon de vendre leur talent. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui. On sait que le milieu de l'emploi, c'est difficile. Oui. Il y a d'autres qui sortent de là, qui deviennent créateurs de contenu, qui font des choses à travers les réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, nous, on est obligés souvent de payer, je ne vais pas dire les impôts en France, parce qu'on se fait monétiser depuis la France, alors que la Côte d'Ivoire, si aujourd'hui, accompagne les créateurs de contenu à faire en sorte que ces réseaux sociaux-là soient représentés ici, ça pourrait profiter déjà au pays. Vous gagnez beaucoup d'argent? Non, ce n'est pas une histoire d'argent. Regardez, vous allez sur Instagram pour vous faire certifier, vous cherchez la liste des pays, vous ne voyez pas de Côte d'Ivoire, vous voyez le Burkina Faso. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Donc aujourd'hui, il faut qu'on cherche déjà à régler ce problème-là pour permettre aux jeunes de les accompagner. Et puis, je pense que même les réseaux sociaux eux-mêmes font déjà le tri. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai été, je ne vais pas dire banni, mais restreint pendant une année. Pour quelle raison? Parce que j'avais mis Pablo Escobar dans une publication, alors qu'il est considéré comme un personnage dangereux par Meta. Moi, je ne le savais pas, mais j'ai appris. Pendant un an, mais je fais très attention. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient beaucoup de live sur les réseaux sociaux qu'on trouvait d'aboutissants, qui ne sont plus même sur Facebook, qui vont ailleurs parce que Facebook même prend des décisions pour pouvoir les bannir tout naturellement. Donc, c'est des choses qui se font tout naturellement. Et chacun, s'il sait que c'est là qu'il mange, il va faire attention. Il sait qu'il peut perdre sa page ou autre. Mais concernant le gouvernement, il y a déjà des lois qui existent. Il faut adapter ces lois-là parce que moi, je trouve que la PLCC, ces lois, ce n'était pas vraiment pour ces influenceurs, c'était pour des cybercriminels, des brouteurs comme on les appelait. Il n'y a pas que... Aujourd'hui, il y a les cybercriminels qui sont des cyberdélinquants, des cybercriminels. Oui, mais à la base, on savait que c'était pourquoi ça avait été créé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça et puis mettre en place des lois qui prennent en compte aussi les difficultés aussi que nous aussi nous rencontrons. Parce qu'on n'est pas vraiment aidé sur ce côté-là. M. Toubri, alors justement, votre proposition tout à l'heure. Oui, la situation est très profonde parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est un monde planétaire. Oui. Quelqu'un peut se retrouver en France, dire des choses et les Ivoiriens vont consommer.
Et quand c'est comme ça, si Facebook estime que ce que la personne a dit ne va pas à l'encontre de ses standards, ça roule. Mais sauf que les standards en question, c'est en fonction des pays, c'est en fonction aussi de chaque société. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Aujourd'hui, nos États pris individuellement ont du mal ou encore n'ont pas suffisamment les moyens pour influencer véritablement ces grands groupes. Donc peut-être penser justement à une communauté. On est dans la zone CEDEAO, on peut aller vers lui et moi pour dire, bon, voici quand on étudie, voici un peu des standards qu'on peut accepter. En ce moment, si on va en pays et qu'on va négocier avec ces grands groupes et qu'ils savent que derrière, dans ces pays, donc quand on met ces pays ensemble, ça représente quelque chose d'assez fort, en ce moment, ils pourront eux aussi prendre en compte les éléments qu'on a envie qu'ils intègrent dans leurs standards. Je pense que voilà, parce qu'il y a un poids, mais pris individuellement, la Côte d'Ivoire, c'est 30 millions d'habitants. Bon, si la Côte d'Ivoire va pour ces genres de négociations, en termes de population, c'est un peu compliqué. Et en termes de puissance aussi, bon, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays puissant, mais il y a un certain niveau de choses qu'on ne pourrait pas forcément avoir si on se mettait dans une communauté pour aller négocier pour que cette régularisation-là soit beaucoup plus adapté à nos réalités. Donc, je pense qu'on peut aller par là, mais on l'a dit suffisamment dans l'émission, il faudra intégrer dans le curricula de formation de nos enfants, dans nos écoles, l'éducation aux médias. De telle sorte que d'ici 5 ans, on ait des jeunes qui ont été suffisamment formés à la citoyenneté, mais tout ce qui a trait à la responsabilité en termes d'utilisation responsable des réseaux sociaux. D'accord. Walter Lassana, quelles recommandations feriez-vous ce soir justement à ceux qui nous suivent pour une utilisation positive justement des réseaux sociaux? Alors, moi, je crois à l'intelligence collective, et Stony l'a dit. Je pense qu'on doit aller plus dans l'inclusion pour trouver des solutions. Je pense que des fois, on a fait des propositions avec des influenceurs, un certain nombre de personnes, mais c'est tout l'écosystème, en fait. Vous avez des fournisseurs d'accès Internet, vous avez des régulateurs, vous avez des influenceurs, vous avez peut-être la cellule familiale, des ONG, etc. C'est ensemble réellement, donc il faut faire, je vais dire, ce travail de réflexion et faire des propositions. Mais à côté de ça, c'est l'éducation aux médias, donc bien sûr, peut-être depuis soit le primaire, parce que de plus en plus, nous, à quel âge on donne donc des téléphones à nos enfants, donc des appareils numériques à nos enfants? Je pense qu'il y a un monsieur qui le disait tout à l'heure dans le micro-trottoir, oui, les enfants maintenant ont des téléphones. Mais qui leur donne les téléphones? C'est des parents, c'est des proches, c'est des enfants. Quelquefois, à l'école, on trouve même que ça fait tendance d'avoir son enfant qui a le téléphone, le dernier iPhone, etc. Mais ça, c'est notre responsabilité. Publicité, c'est notre responsabilité, la réalité. Alors, la régulation, effectivement, donc il la faut peut-être au niveau local, mais au niveau international. Mais alors, une chose, quelquefois, que on va dire les propriétaires de plateformes renvoient, c'est que quand vous allez donc dans un cadre qui est plus un cadre régional, et vous disent, ah, attention, vous êtes par exemple la Côte d'Ivoire, vous êtes tel pays, donc quelquefois, ce n'est pas la même réalité. Mais ils le font parce que, à la réalité, dans le développement de leur business, ils vous prennent en global, mais quand vous voulez poser des questions donc, de politique publique, d'utilisation, ils vous posent le problème donc, en termes de local, et vous, votre pays, de façon nationale. Et donc ça, c'est des choses vraiment à régler. Nous, à chaque fois qu'on a rencontré, par exemple, des gens de Meta, c'est ce qu'ils nous disaient. Et puis, il y a quelque chose qui est assez... Parce que je vais quitter, il nous reste... assez intéressant. Donc, les propriétaires de plateformes, je pense que les responsabilités, au-delà même des États, parce que souvent, ils sont plus forts que des États. Et dans le lobbying et le soft power qu'ils font, je pense qu'il faut aller vraiment vers eux et avoir des discussions franches, parce que souvent, on pense que c'est les utilisateurs qui sont dans un pays, mais c'est eux à la réalité. Donc, il faut aller vers les plateformes. Aller vers les plateformes. Alors, Justin Coulibaly, que vous êtes, quelle stratégie justement vous mettriez en place pour qu'on ait une utilisation plus responsable, quand je dis on, c'est nous tous, peut-être plus responsables de ces réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle pour éviter aussi la propagation de fausses informations? Oui, on ne va pas se voiler la face au thème de cette émission. Il faut reconnaître que les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale. Et donc aujourd'hui, on a des enfants qui sont exposés donc, à l'anxiété, au stress et même voire à la dépression. Et donc, pour moi, la situation est suffisamment grave. Ce qu'il faut faire, c'est de revenir aux fondamentaux. Pour moi, il faut que le ministère, par exemple, en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, et donc qui travaille avec les cellules familiales, puisse justement cibler les familles et aller vers une sensibilisation vers les cellules familiales. Parce que quand vous avez des individus qui restent scotchés à leur téléphone pendant 5 heures de temps, pour moi, c'est une vraie drogue. C'est une addiction, c'est une dépendance. Donc,
la sensibilisation doit commencer dans la cellule familiale, mais il faut que ça soit inclusif, il l'a dit, les chefs traditionnels, les chefs religieux, et il faut beaucoup travailler avec les influenceurs. Et les radios de proximité. Voilà, au lieu de dire que, par exemple, ce sont des personnes qui viennent pour détruire, non, bien au contraire, on peut utiliser leur force, leur positionnement dans l'écosystème pour pouvoir déconstruire un certain nombre de dérives. Alors, quels seraient ce soir les indicateurs de réussite? C'est vrai que cette émission ne va pas tout régler, mais on a parlé, vous avez partagé votre regard sur ces réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle et ce que vous faites vous-même. Quel serait, M. Atoubri, l'indicateur de réussite pour vous dire que quelque chose s'est passé, on a avancé? L'indicateur de réussite justement par rapport à cette utilisation positive et vertueuse des réseaux sociaux. Une vraie sensibilisation inclusive. Oui. Une réglementation qui ne restreint pas l'espace public, mais qui amène les gens à plus de responsabilités, une vraie éducation aux médias. Tony, votre message ce soir à ceux qui nous regardent pour justement un comportement plus responsable et surtout, vous, en tant qu'influenceur, créateur de contenu, je l'ai dit, entrepreneur, quel serait l'indicateur de réussite en vous disant, moi, Tony, voilà ce que j'ai pu faire, voilà où mes abonnés ou mes followers sont arrivés en termes de respect, justement, de la liberté des autres et surtout de l'information, la qualité de l'information, la véracité de l'information? Moi, je pense que c'est en fonction des différentes campagnes peut-être auxquelles on est associé. Hein. Si par exemple on est sur un événement où il faut par exemple véhiculer une information que nous on estime que l'événement est plutôt réussi en termes de communication, de sensibilisation, on se dit que voilà, on a quand même de l'impact. Mais je pense pour l'atmosphère des réseaux sociaux, moi l'indicateur de réussite, je pense que ça s'améliore, hein, ça s'améliore. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux eux-mêmes sont déjà conscients du mal. Donc, ils sont en train de faire eux-mêmes le nettoyage. Et au fur et à mesure, on va avoir de moins en moins. Aujourd'hui, même pour écrire sur les réseaux sociaux, il faut masquer un peu ces mots, il faut changer l'orthographe, passer en alphanumérique sur des mots assez violents qui ne sont plus tolérés. Donc, c'est des choses qui vont se faire naturellement parce que les plateformes ont décidé d'agir. Maintenant, nous-mêmes, il faut encourager les contenus positifs. Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, c'est vrai de se plaindre pour dire on voit tous sur les réseaux sociaux, mais c'est ce qui vend le plus. Hein. C'est ce qui fait vendre le plus. Des créateurs de contenu sérieux, des gens qui font des choses bien positives, qui ont des valeurs dans ce qu'ils font, ne sont pas forcément suivis comme d'autres qui font moins bien. Donc je pense que si la société commence déjà à mettre en avant et même à récompenser ceux qui font bien, ceux qui font moins bien vont pouvoir les suivre. Et ça sera un indicateur de réussite. Oui, ça peut porter des fruits. Gislain Coulibaly, message ce soir? Oui, pour moi, il faut qu'on commence à sanctionner ceux qui font mal. Il faut qu'on peut... Il faut mieux récompenser ceux qui font bien. Oui. Comme ça, ceux qui font mal, ils vont venir. Bien, mais il faut sanctionner ceux qui font mal. Et encore, lorsque mon indicateur de réussite, c'est lorsqu'on va voir une baisse peut-être des propos diffamatoires, la haine, les propos haineux, etc. Là, je pense qu'on sera sur la bonne voie. Monsieur Ouattara Lassina, moi, c'est des plateformes plus responsables, avec donc moins je dirais, de discrimination numérique. Parce que quelquefois, vous avez des plateformes ici, mais vous n'avez pas les mêmes pendant, par exemple, dans des pays qui sont des pays organisés et des pays occidentaux. Donc, il y a une sorte de discrimination numérique quand même faite par les plateformes. Ça, il faut les interpeller dessus. Donc, je pense que des plateformes plus responsables dans la façon de faire et des utilisateurs également donc plus responsables. Et puis, éventuellement, donc, un État qui veille réellement donc, au grain, parce que l'État, son rôle, c'est éventuellement donc, de réguler. Son rôle est de relayer. Et quel est votre rôle alors? Si l'État doit réguler, qu'est-ce que vous faites? La responsabilité donc, de chaque citoyen. Gislain Coulibaly. La société civile doit être partenaire de l'État en continuant l'éducation numérique. Est-ce que vous travaillez, justement, vous êtes sociologue, mais aussi de la société civile, vous êtes très souvent sur le terrain. Quels sont justement les rapports avec les autorités sur place, etc. Comment ça se passe? Non, en réalité, vous savez, les organisations de la société civile sont des acteurs de dialogue politique et social. Et lorsqu'il y a des phénomènes de société tels que l'impact négatif des réseaux sociaux, il y a des campagnes qui sont organisées, mais c'est en bonne intelligence avec les autorités préfectorales, les autorités traditionnelles, les chefs religieux, les leaders d'opinion dans la communauté. Et pour nous, la société civile joue son rôle de veille.
Rôle de veille, et vous? Oui, rôle de veille et d'accompagnement de l'action de l'État. Mais je pense aussi que dans la stratégie de l'État, ces organisations doivent être suffisamment impliquées. Par exemple, la campagne qui a été lancée, tous responsables. Si on avait mobilisé beaucoup d'organisations de jeunesse, de la société civile qui travaillent sur la question, après, en leur sein, le travail allait pouvoir continuer. Mais quand l'État lui-même mène les actions en grand, souvent, c'est difficile que par la suite, le message continue de circuler au sein des... Je pense que ça va venir et même vous, à votre niveau, je pense que vous faites de la sensibilisation. Oui, bien sûr, on fait de la sensibilisation, oui, bien sûr. Tony? Oui, moi je suis d'accord pour qu'on fasse de la régulation et autres, mais je ne voulais pas que ça aille jusqu'aux restrictions des libertés parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux... Est-ce qu'on peut tout dire parce qu'on est sur les réseaux sociaux? Moi j'ai envie de dire qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il faut dire merci aux réseaux sociaux. Avant, quand les gens n'étaient pas contents, ils partaient marcher dans la rue. Aujourd'hui, quand ils ne sont pas contents, ils parlent sur les réseaux sociaux. Ça évite qu'on casse beaucoup de bus, ça évite qu'on ait beaucoup de dégâts. Donc je pense que les réseaux sociaux ont permis... Oui. Quand vous dites que ça évite qu'on casse les bus, etc., il y a des propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux qui ont créé des conflits. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais ce que je dis aussi... Où est la limite? Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, se faire entendre. Il y a des problèmes qu'on a soulevés sur les réseaux sociaux qui se sont réglés grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'il ne faudrait pas voir tout ce qui est négatif, parce qu'on a réglé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on parle de déshumanisation, mais il y a beaucoup d'appels à l'aide qui sont faits sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sauvés, beaucoup de malades aussi qui trouvent réconfort. Donc les réseaux sociaux font de bonnes choses. Maintenant, il ne faudrait pas voir seulement les choses négatives pour fermer toutes les libertés, parce qu'aujourd'hui, si on veut empêcher les gens de parler, de dire ce qu'ils pensent, ça va être autre chose. On va se retrouver dans d'autres sociétés où souvent on ferme les réseaux sociaux et ça, je pense que c'est même dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, il est arrivé des fois où on a fermé les réseaux sociaux, donc c'est pas... Oui, mais dans les pays d'Asie aussi. Oui, voilà. Donc c'est une question de responsabilité. Voilà. On fait un dernier tour de table. Un mot, s'il vous plaît. Ce soir, nous avons effectivement fait ce débat. Nous avons fait cette sensibilisation. Je vais devoir vous remercier, Ouattara Lassina, M. Gissin Koulibaly, Stony, merci M. Atoubré. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques. Et nous sommes tous responsables quant à l'utilisation des réseaux sociaux. À très bientôt, bonsoir. Surtout, vous restez sur RTI 1.